Alors, la stratégie d'étouffement est basée sur un certain nombre d'éléments destructifs. Le plus compliqué, c'est les technologies optimisées. Le deuxième plus compliqué, c'est la folie des investissements. Par contre, les deux premiers peuvent être faits facilement. Premièrement, la méthode de 15 innovations. Donc, vous décidez chaque semestre ou chaque année d'avoir 12 à 15 innovations pour renforcer vos fondamentaux et vos avances sur le marché. 15 innovations. 12 à 15 innovations. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand vous êtes en train de le faire, je dis encore une fois, quand vous êtes en train de le faire, les gens ne sentent pas. Ils ne savent pas. Ils ne voient pas. Approche sous-marine. Ils ne peuvent pas voir. Ils ne savent même pas. Ils voient juste les résultats. Et il y a quelque chose de magique, de magique qui s'opère, mais ils ne peuvent pas savoir. Parce que c'est en général interne. Ensuite, le dumping assumé. Le dumping assumé. Ça, c'est la méthode qui consiste à renvoyer le concurrent du marché. Le dumping assumé consiste à diminuer drastiquement les prix à un degré intenable, mais vous savez comment faire pour rentabiliser. C'est comme lorsque tu bois l'antidote et puis tu asperges du poison dans une chambre. Vous comprenez un peu? Voilà. Et ça, c'est terrible pour le concurrent. C'est terrible pour eux. C'est terrible pour eux. En général, quand vous faites ça, ils sont déjà moribonds. Ok, ils sont déjà moribonds. En plus du dumping assumé, il y a le dumping apparent. Exemple, vous avez un produit d'appât ou une offre d'appât qui, vous réduisez drastiquement le prix. Alors, il y a une différence entre le coût d'acquisition d'un produit et le coût d'utilisation du produit. Parce que vous voyez ce que c'est un peu. Vous voyez ce que c'est un peu. C'est le cas d'une imprimante, par exemple. Vous décidez de vendre une imprimante à 0 francs et que vous offrez les cartouches à 50% du prix. Mais une chose est sûre, quand les cartouches sont terminées, on viendra racheter les cartouches chez vous, n'est-ce pas? C'est bon? Donc, c'est un dumping apparent. Vous dites, désormais, nos imprimantes sont à 0 francs. Vous achetez juste les cartouches. Le concurrent, il ne comprend pas, parce que c'est un dumping apparent. Il ne peut pas faire, parce qu'il n'a pas compris l'élément stratégique qui est derrière. Quand vous dites, même à vos propres collaborateurs, quand vous dites, désormais, nos imprimantes sont à 0 francs, eux-mêmes, ils ne comprennent pas. Mais je suis sûr, il veut changer en clair. Il vient chez vous. Vrai ou faux? On appelle ça le dumping apparent. Donc, vous faites du dumping sur le coût d'acquisition, mais vous vendez très cher le coût d'utilisation. OK? Voilà. Oui, ça, on peut le faire uniquement lorsqu'on est sûr que les cartouches, c'est vous seul qui êtes capable de les fournir sur le marché. Oui, non. Bien sûr. Dans le cas échéant, il prend... Dans le cas contraire? Dans le cas contraire, il prend la photocopieuse et il ira là où les cartouches sont moins chères. Oui, mais dans la pratique, quand vous achetez une imprimante neuve, c'est environ à 115% du coût de recharge des cartouches. Environ. OK? Donc, celui qui veut faire du dumping apparent peut décider de laisser l'imprimante gratuitement. Et la personne achète les groupes. Mais c'est apparent. Il n'y avait même pas une vraie réduction. C'est comme si tu faisais une réduction de 15% seulement, quoi. C'est par exemple, nous on fait des classes digitales le mercredi et le dimanche. On dit si tu veux suivre la classe digitale, c'est gratuit. Mais si tu veux le support et la vidéo, c'est payant. C'est bon? C'est un dumping apparent. Herman, je voulais juste apporter juste un exemple de dumping apparent qu'on fait dans le secteur des télécoms. Très bien. On vous dit, écoutez, les frais d'accès sont à 0 francs. Très bien. Alors que derrière, en fait, le gars, il a divisé les frais d'accès par 12. Okay. Donc, si vous devez payer normalement 100 000 francs pour une installation, on vous le replique à plus 10 000 francs sur vos frais récurrents mensuels. Et ce qui est intéressant, c'est que ces plus 10 000 francs sont reconduits à vie, tant que le contrat existe. Donc, c'est 1000 fois
plus intéressant d'offrir en fait, le lien gratuitement à un client que de le faire payer en fait un montant d'accès. Absolument. Et derrière, en fait, le marché, souvent sur des liaisons où vous devez dépenser des sommes astronomiques pour connecter un client, vous acceptez en fait le faire parce que vous savez que c'est un bon contrat qui est signé sur peut-être 24 mois ou 36 mois et vous allez rentabiliser en fait à fond. Absolument. Le fait d'installation. Absolument. Alors quand tu fais du dumping apparent, comme vous le voyez, le client ne le sait pas, il pense que tu lui fais une faveur. C'est comme ton ami qui te dit, je te fais un prix d'amis. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Comment? N'est-ce pas? Donc quand ton ami te dit, je t'ai fait un prix d'amis, un ami ne fait jamais prix d'amis. Ou bien. Donc c'est le dumping apparent. Et les autres vont avoir tellement peur, ils font leur calcul, ça ne tombe pas. Mais comme ils ne savent pas quel est le mécanisme qui est derrière, et que c'est au maximum une ou deux personnes dans votre boîte qui le savent, ils tuent le marché. Ou tuent le marché, ok? Et quand tu fais ça, tu as un peu d'argent maintenant. Donc tu vas faire ce qu'on appelle la folie des investissements. Tu multiplies les investissements et le développement à un rythme et une dimension qui peut même causer votre propre mort. Tu comprends un peu? Et comme tu es en face d'un qui dit, je me blesse, toi aussi blesse-toi. Il dit, je me blesse encore, il dit, toi aussi blesse-toi. Et puis donc tu t'es blessé à un niveau, toi-même qui es moribond, mais lui ne peut pas oser se blesser à ce niveau. Vous comprenez le schéma un peu? Alors, l'une des choses que j'entends souvent, c'est que l'innovation a un coût. N'est-ce pas? Et que l'innovation peut être très, très, comment on appelle ça? Budgétivore, voilà, trésoritivore, whatever. En réalité, l'innovation n'a pas de coût. D'accord? La seule chose que l'innovation peut coûter, c'est votre mort ou la mort de vos concurrents. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais en montant des 5 cadavres, tu vas mourir. Mais le coût de l'innovation, c'est l'acquisition de parts de marché, c'est l'acquisition client. Très bien. Vous avez des questions ou bien on peut avancer? Les technologies optimisées. Alors, à ce niveau, ça peut être un peu compliqué. Mais imaginons qu'il y a une technologie qui commence à devenir une tendance et déterminant sur un marché. Il y a deux cas. Soit vous la développez en interne, ou bien vous trouvez un petit qui a développé la technologie et puis vous rachetez le petit et vous l'intégrez à votre boîte. C'est bon? Par exemple, il y a une compagnie d'assurance en ligne qui s'appelle Balloom quelque chose. C'est ça ou bien? Ou bien c'est un agent général, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont. C'est un courtier. Bon. Théoriquement, normalement, un groupe d'assurance devait aller les voir, ok, et leur proposer de les racheter. Et la solution qu'ils ont là, c'est le groupe d'assurance seul qui va exploiter ça. Est-ce que vous voyez un peu? C'est bon? Parce que parfois, il est possible qu'ils aient une technologie déterminante. C'est comme les banques qui ont laissé les fintechs se développer. Il y a deux cas. Soit elles développent des solutions aussi compétitives, ou elles les rachètent le plus rapidement possible. C'est important. Si tu ne veux pas développer une technologie, achète une personne qui a développé la technologie. Tant que la technologie elle est disruptive. Et je ne comprends pas pourquoi les banquiers ou les banques laissent les fintechs développer des technologies qui tuent leur business model. Je ne comprends pas. C'est très simple. Un petit serpent que tu ne tues pas va grandir et te mordre. Vrai ou vrai? Pourquoi tu ris, Esther? N'est-ce pas? Et donc, du coup, en général, soit tu développes la technologie disruptive, ou bien tu rachètes une personne qui a une technologie disruptive et
tu vas multiplier tes avances sur le marché et tuer donc du coup tes concurrents. Donc par exemple, Microsoft n'avait pas les moyens de développer une intelligence artificielle à la taille de GPT, hein? Jakpata. Ah d'accord. Chat Jakpata. Bon, Chat GPT. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont investi dans ça avec l'exclusivité de l'utilisation et de l'intégration de Chat GPT à leur qu'on appelle ça, plateforme technologique, d'offre technologique. Est-ce que vous voyez ce que je dis un peu? Par exemple, à un moment donné, quand Microsoft a compris que les particuliers n'achètent pas les solutions Office, donc Microsoft cherchait le meilleur moyen de toucher les grandes entreprises. Mais s'ils doivent les toucher, ils sont obligés d'avoir des commerciaux B2B. N'est-ce pas? Ils ont fouillé jusqu'à... Mais il existe un élément de différenciation technologique qu'on appelle la liste de clients. La liste de clients. Donc, ils ont cherché jusqu'à... Ils ont fouillé jusqu'à ils n'ont pas pu. Et donc, ils ont compris que les décideurs sont sur LinkedIn. Et comme ils ont compris que les décideurs sont sur LinkedIn, ils ont fait une proposition de 18 milliards de dollars pour racheter LinkedIn. En rachetant LinkedIn, comme Patrick nous avait expliqué ce matin, ils ont accès directement aux décideurs B2B, aux corporate. Conséquence, ça fait exploser donc du coup les ventes des solutions Office et des autres solutions que Microsoft offre. Et c'est vraiment important. Et ça a disrupté le marché. Et c'est ça qui a tué, n'est-ce pas, la suite de Google. Puisqu'à un moment donné, la suite de Google est en train de menacer, n'est-ce pas, Microsoft. Et Google, ayant déjà beaucoup de grandes entreprises qui font de la publicité chez elles déjà, avait la liste de clients. Même Microsoft n'avait pas la liste de clients. Il leur fallait faire quelque chose. Et ils ont pu dire, OK, si nous rachetons LinkedIn, on a la liste de clients. Ils ont racheté LinkedIn et ils ont la liste de clients. Aujourd'hui, à travers LinkedIn, ils proposent des solutions corporate telles que Talent Solution, telles que LinkedIn Sales Navigator, mais vraiment, c'est puissant. Et c'est ainsi qu'ils ont réussi à gagner la guerre bureautique face à Google. Google Doc, ou je ne sais pas comment on l'appelle. Google Suite, c'est ça? Donc c'est comme ça que ça se passe. Vous avez des questions, des commentaires? DG est là. Joël. Les 15 ou 12 innovations dont tu parles, ça peut être des innovations du type on travaille sur notre exploitation, c'est tout ça. Pas absolument, pas ça peut être des éléments produits. d'optimisation de l'excellence opérationnelle. Genre ça, quoi. OK? On peut changer notre façon de vendre, nos horaires de travail, tu vois. Avant, nos commerciaux, ils allaient en prospection avec des agendas. Maintenant, on leur donne des tablettes. Tu vois. On donne des voitures à des gens qui ne méritent pas une voiture. Genre. C'est disruptif parce que vos concurrents ne le feront jamais. Ils vont faire le calcul, ils vont dire que ça ne tombe pas. C'est ça, hein? Ou bien, tu as vu, non? Tu donnes des voitures à tes commerciaux, le concurrent ne comprend pas. Il fait ses calculs, il dit non, je ne vais pas donner une voiture à 100 commerciaux. Et maintenant, tu as donné une voiture à 100 commerciaux, mais il ne sait pas quelle est la magie, quel est le plan secret de rentabilisation qui est derrière. Or, tu as fait un test avant, tu as vu ce que ça a donné. Et tu as trouvé le modèle parfait de financement de ça. Et lui, il ne sait pas. Il ne peut pas faire. Il fait les calculs classiques d'analyse de rentabilité, ça ne tombe pas. Il laisse tomber parce qu'il est essoufflé. C'est ça la distribution. Pas me regarder bizarrement. Hein. Il y a des gens qui me regardent bizarrement. Pourquoi? Kevin, ça va? Okay.
DG Hassan, ça va. Sassi, le sassologue. Oui, sexologue. Sexy, le sexologue. Serge. Merci, Herman. Tu disais tout à l'heure que le prix de l'innovation, c'est l'acquisition des parts de marché et des clients. C'est la rentabilisation. La Rentabilisation. Mais nous savons tous que ces innovations disruptives font sortir assez de budget, sont budgétivores, comme tu l'as dit. Donc, face à cette situation, généralement, la direction générale souhaite qu'on leur demande par A plus B que ce n'est pas seulement l'acquisition des parts de marché ou l'acquisition des clients, mais ils veulent voir un business plan qui démontre clairement ce qu'on gagne, la valeur qu'on génère. Voilà un peu. Bon, en fait, le défi en général, Serge, c'est que normalement, c'est eux qui devaient faire ça. Tu comprends, non? Au lieu d'attendre que ceux qui proposent des idées leur demandent que c'est rentable là. C'est eux qui ont besoin de faire la stratégie. Donc c'est le monde à l'envers. Tu commences à dire un peu? C'est le monde à l'envers. Maintenant, effectivement, celui qui doit le proposer doit effectivement donner un plan de rentabilisation. Mais c'est le monde à l'envers. Celui qui normalement doit identifier des initiatives stratégiques pour réaliser sa stratégie demande aux autres de démontrer que les initiatives qu'ils proposent sont rentables. Moi, c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Ce matin, ma VP marketing m'a dit de prendre un micro, de mettre. Ah, tu n'as plus mis le micro pour moi. Bon, j'ai mis ça où même. Donc, elle m'a dit qu'on n'a qu'à mettre le micro parce que ça lui permet de faire des petites coupures de vidéos et mettre ça sur YouTube après pour que les gens voient qu'elles sont dites dans les workshops. Mais ça m'embête un peu, quoi, parce que j'ai un truc là, je dois faire attention. Et quand on est à la pause, je suis en train de parler, même si je parle des choses que, tu vois, ça enregistre tout ça, donc ça m'énerve un peu. Mais elle m'oblige à le faire parce que c'est son job. Bon, franchement, je dois me soumettre. Donc toi, tu n'as pas trouvé initiative, projet stratégique disruptif. Quelqu'un trouve, au lieu de saisir ça rapidement, vous allez travailler ensemble pour le rentabiliser. Tu lui dis, démontre-moi que c'est rentable. Ça, c'est quoi ça? C'est le monde à l'envers. Et toi qui as besoin de faire du chiffre devant ton conseil d'administration, ce n'est pas le gars. C'est le monde à l'envers. Et puis ils sont, excusez-moi, ils ne sont pas dans la salle, donc il n'y a pas de défi. Et puis ils sont là à dire, non, ça ne passe pas. Il dit, mais il fait comme si je vais à l'oral de bac. Je ne vais pas échouer, hein. C'est lui qui va échouer devant son conseil d'administration, ou bien. Et il le fait fièrement, c'est ça qu'il ne comprend pas. Hein? Laissez-moi toutes ces choses-là. Hein? Bon, DFC, donc quel est le plan d'optimisation des coûts? Tu es trop bête. Tes concurrents sont en train de dépenser et tu dis au contrôle financier, ou bien fil contrôle de fait. Je ne comprends pas. Mais c'est le monde à l'envers, Serge. C'est l'hôpital qui se moque ou bien se fout de la charité. Celui qui devait faire stratégie et élaborer des projets, des initiatives stratégiques, et être sûr que ça, c'est en cohérence avec ses ambitions. On lui amène des idées qu'il doit regarder et rentabiliser. Et puis il dit, on n'a qu'à démontrer que c'est rentable. Or, on a dit que pour faire de la distribution, il faut prendre ce que tout le monde trouve non rentable et trouver un moyen de le rentabiliser. Et celui qui devait faire cet exercice-là, dommage, il n'est pas dans la salle ici. C'est ça le truc. C'est dommage. Le monde à l'envers. Question? Commentaire? Très bien. Comment scénariser et densifier la description? Donc, le but de la description, c'est de devenir super grand. Donc, c'est très simple. Là, on en a parlé, donc, du coup, je vais survoler ça rapidement. Il y a 4 éléments essentiels. 4 éléments essentiels. Et comme on a dit à Kigali 2021, l'innovation, c'est de l'autremontage, de l'autrementation.
C'est de faire autrement des choses qu'on faisait. Même repeindre les murs d'un bureau là, c'est innovation. OK? Casser les murs pour passer de là où à un open space, c'est de l'innovation. Donc l'innovation, ce n'est pas de grandes choses. Mais l'essentiel, c'est que ça ajoute de la valeur à l'entreprise, c'est-à-dire ça permet de délivrer une meilleure qualité, dans de meilleurs délais, de façon plus rentable, avec la meilleure expérience utilisateur ou bien client possible. Donc, c'est ça l'innovation. Okay? Donc, le premier point de départ, c'est la feuille de route en battement de cœur. Savoir ce qu'on va faire de grand après ce qu'on fait de grand. On appelle ça le next step, après 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 le next step. OK? Donc, demandez-vous constamment, OK, nous travaillons sur des choses actuellement qui vont damer le pied au marché. Quand on va finir de faire ça, qu'est-ce qu'on fera? Quel est le next step, après le next step, après le next step, après le next step, après le next step? OK? Deuxièmement, la conquête optimisée. On doit pouvoir donc du coup trouver un moyen, n'est-ce pas, de prendre tout ce qu'il faut prendre sur le marché. Ensuite, les projets combinés. On va voir tout à l'heure des projets combinés. Alors, les projets combinés sont basés sur le principe de l'utilisation des leviers et ça se passe comme ça. Voilà. Donc, imaginons par exemple que nous voulons réduire le délai de service. Donc, on va avoir des axes d'optimisation et puis on va identifier des leviers de niveau 1 et ensuite des leviers de niveau 2. Hein? Mais tous ces projets mis ensemble ou ces optimisations mises ensemble vont permettre d'optimiser le délai de service. L'une des erreurs que nous commettons en général, c'est qu'en général, on a juste une optimisation avec 2 ou 3 petites choses et on espère que ça va réduire le délai de service et le délai de service n'est pas réduit et on dit que voilà, etc. etc. Mais c'est les projets combinés qui permettent d'aboutir à ça. Si on veut aboutir, okay. Si par exemple on veut rentabiliser, on va avoir des niveaux d'optimisation de la rentabilité avec des leviers ou des moves, levier de niveau 1, levier de niveau 2, levier de niveau 1 ou bien move de niveau 1, de niveau 2, etc. Et c'est la combinaison de ces différents projets qui va permettre, dont la réalisation du coup va permettre d'aboutir à la rentabilité. Si on veut par exemple améliorer le chiffre d'affaires, d'accord, la même chose on utilise les aides d'optimisation, on voit les leviers, les moves, ainsi de suite, et puis on les réalise. Ce qui fait que parfois, on engage des projets superficiels et on espère atteindre un objectif stratégique, on ne l'a pas atteint et on est surpris. Pourquoi? Parce que dans un monde à transformer et en disruption, il n'y a que la combinaison des projets qui permet de faire la différence. Il y a des questions, des commentaires, s'il vous plaît? Et ensuite, le plan d'innovation combiné ou structuré. Donc, on en a parlé déjà. Donc, c'est une série d'innovations qui permettent donc du coup de huiler la boîte, d'optimiser les chaînes de valeur, les chaînes de création de valeur, de huiler. Et ça donne quelque chose que les autres ne comprennent pas. Magnifique. Je suppose que vous avez adoré la vidéo que vous venez de regarder. Et pourquoi est-ce que vous allez rester juste sur ça? Il y a juste une autre vidéo là. Vous cliquez juste et vous pouvez commencer par adorer nos contenus pour changer votre façon d'être et de faire, développer votre potentiel et améliorer vos résultats. On se parle très